Aristote en a un petit peu marre, on lui pose tout le temps la question du plaisir, et donc il va y répondre dans un texte qui est très court. Vous allez voir. Mais avant de le lire, il faut bien comprendre que Aristote, pour lui, le plaisir, c'est super. C'est une très bonne chose, le plaisir. Et c'est ça, je pense, qui gêne un petit peu Michel Onfray quand il fait son cours. C'est que pour Aristote, le plaisir est une très très bonne chose. On l'a vu, vous savez, dans les passions de l'homme, le plaisir a une place importante quand il s'agit d'atteindre le bien. Atteindre le bien nous fait plaisir. C'est un effet du bien. Et donc les personnes qui vous disent qu'il ne faut absolument pas rechercher le plaisir, pour Aristote, elles sont déshumanisantes. Et il va vous dire une chose, donc dans le texte que je vous ai donné, mais puisque les actions diffèrent selon qu'elles sont bonnes ou mauvaises, il y a des actions qui sont bonnes, il y a des actions qui sont mauvaises. Et puisqu'il faut préférer les unes et fuir les autres. Il y a des actions qui ne nous réalisent pas, des actions qui nous réalisent. On va privilégier plutôt celles qui nous réalisent. D'accord. Là, c'est plutôt du bon sens. Tandis qu'il y en a qui sont indifférentes. Il y a des actions, bon, on ne sait pas si c'est bien, on ne sait pas si ça nous réalise, on ne sait pas si ça ne nous réalise pas. Il doit en être de même des plaisirs. Ah bon? Car il y a un plaisir propre à chaque action. Et là, c'est là où Aristote est très fin. Le plaisir est un accident de l'action. Et par conséquent, celui qui est propre à une action vertueuse est un plaisir vertueux. Celui qui est propre à une mauvaise action est un plaisir vicieux. En effet, le désir de ce qui est honnête est toujours louable, tandis qu'on mérite le blâme quand on désire ce qui est honteux et vil. Au reste, les plaisirs qui se joignent aux actes leur appartiennent plus proprement que les désirs. Car ceux-ci sont déterminés par le temps et par leur nature, au lieu que les autres accompagnent les actes, et sont tellement impossibles à distinguer ou à définir qu'on ne saurait dire si l'acte et le plaisir ne sont pas une seule et même chose. Et vous voyez, c'est là la réponse d'Aristote qui est très très fine. Tu désires une action honteuse et vile, bon, bah là, clairement, on peut dire que tu es un peu con. C'est bête. Par contre, quand tu fais une action mauvaise, il y a un plaisir qui naît, bah, c'est difficile pour toi de distinguer la différence entre ce plaisir et cette action. Mais le plaisir va prendre la coloration morale de l'action. Donc ce n'est pas le plaisir en soi qui est bien ou qui est mauvais. C'est in concreto, dans le réel, le plaisir, quand il est lié à une action, eh bien il prend la coloration morale de cette action. Tu fais, je ne sais pas, tu te drogues. Tu te drogues, bon voilà, le plaisir lié à cette action, il prend la dangerosité de cette action. Ça se trouve, en fait, cette action, elle va t'enchaîner, en fait. Et donc, ça va devenir le plaisir sera lui-même enchaînant. Par contre, on te drogue parce que tu fais une opération, tu as une opération. Eh bien, là, le plaisir lié à cette drogue n'est pas mauvais. Donc, parler du fait de rechercher le plaisir comme un bien ou comme un mal, c'est absurde. Un hédoniste, autant qu'un ascète, est stupide pour Aristote, puisqu'on ne doit pas rechercher les plaisirs, on doit rechercher les actions qui conduisent à certains plaisirs. Et ces actions, elles nous accomplissent ou elles ne nous accomplissent pas. La boussole, Nietzsche qui dit « le plaisir et le déplaisir sont des faits cardinaux », en gros c'est notre boussole, mais Aristote lui met une traïcha.
Il dit, mais t'es un gamin, mon pauvre vieux. Arrête de croire que parce que ça te fait plaisir, c'est bon pour toi. C'est débile, enfin. Et il nous la met aussi. C'est pas parce que tu te sens bien que c'est bien. C'est pas parce que ça te fait plaisir que c'est bien. Mais attention, c'est bien, c'est mal chez Aristote, je vous le rappelle, c'est lié à votre nature. Ce n'est pas en train de vous dire, c'est pas bien, parce que là, on t'avait dit dans ton éducation que c'était pas bien. Non, c'est qu'il y a des actes qui, réellement, te font du mal. Tu te mets en live, par exemple, sur n'importe quelle plateforme, pour montrer tes libards à tout le monde, et ben, t'as une conception de toi qui est particulière. Et Aristote te dirait, bon d'accord, tu es un petit peu désintégré par rapport à ta conception du corps et à ta conception de ce que c'est que l'intimité. Et même en plus, ce que tu veux, c'est provoquer du désir chez les autres de manière compulsive, et parfois afin d'atteindre de l'argent. Donc tu monnaies ton corps. Donc tu es une... Entendu au sens professionnel. Une prostituée, si tu veux, d'accord. Et soyons plus justes, tu es une femme qui se prostitue. Eh oui, c'est peut-être ça le problème, c'est que l'action de prostituer, quand bien même ça te fait plaisir, quand bien même ça te rapporte de l'argent, c'est complètement désintégrant pour toi. Hein. D'ailleurs, les prostituées vont vous en parler. Elles sont obligées de se, comment dire, dissocier de l'acte qui est en train d'être fait. Elles ne sont pas réellement en train d'éprouver de l'affection pour le vieux pervers qui est en train de les tringler. Vous voyez, c'est pas ça qui se passe. Elle est en train de penser à de la thune. Donc il y a une dissociation. OnlyFans et compagnie, mais regardez, moi c'est ça qui me fait rire un peu. Hein. Ça me fait rire parce que je suis un malade mental, mais ça me fait rire parce qu'en fait on a inventé une prostitution soft. C'est une prostitution volontaire, soft, où finalement on est très protégé derrière notre écran, etc. C'est génial. La pornographie, c'est la même chose. On en parlera un petit peu plus longuement au semestre prochain, mais c'est quand même génial. C'est-à-dire que tu rendons le truc réaliste. À l'époque, il n'y avait pas la pornographie. Tu croises deux personnes dans la rue, tu leur dis, on fait une soirée. Est-ce que vous accepteriez juste de venir à la maison et dans le salon, et vous le faites, et nous on regarde. Et on s'astique le pinceau pendant que vous êtes en train de le faire. Là, vous avez tous les gens qui vont dire oh, exploitation humaine, mais vous vous rendez compte, mais attends, c'est de l'esclavage, mais ça va pas, mais ah là là. Mais parce qu'on a un écran, on se dit oh ben ça va, ils sont payés, ils l'ont choisi, c'est volontaire. Mais bien sûr que c'est volontaire, bande de débiles. C'est pas parce que c'est volontaire que c'est bien, que ça les accomplit comme personne. Il n'y a aucune condamnation dans ce que je dis. Parce que, à nouveau, rappelez-vous, on n'a pas accès ni à l'intention, ni aux circonstances. La seule chose que l'on peut dire, c'est que cet acte-là ne semble pas intégratif pour la personne. C'est la seule chose qu'on peut dire. D'accord? Mais donc Aristote envoie balader tous les jouisseurs et tous les ascètes. Celui qui arrive devant Aristote pour lui dire mais en fait le plaisir il est totalement à rejeter, et bien Aristote, pareil, allez c'est parti, on en met une. Tu ne vas pas déconnecter le plaisir parce que regarde ce qu'il te dit, regarde les plaisirs sont tellement impossibles à distinguer ou à définir qu'on ne saurait dire si l'acte et le plaisir ne sont pas une seule et même chose. Si tu essayes de retirer le plaisir de l'acte, eh bien malheureusement, tu risques de détruire l'acte. On va copuler sans plaisir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez, des personnes qui vous parlent du devoir conjugal. L'horreur. L'horreur.
Le fait je sais pas, on vous dit, voilà, attention, avec vos enfants, il ne faut pas être trop fusionnel. Mais tais-toi, sois fusionnel, et puis tu verras bien. Ils vont t'envoyer balader, tes enfants, t'inquiète pas. Ils vont prendre leur liberté. Ton but, quand même, c'est de les rendre libres, c'est de les éduquer pour qu'ils soient libres. Hein. Mais commençons pas à culpabiliser de plein de trucs, etc., sous prétexte que ça nous fait un peu plaisir. Non. Ne mettons pas un soupçon sur le plaisir. Le plaisir, il est lié à l'acte. Jette un soupçon sur ton acte. Oui, sur ton acte, tu jettes un soupçon. Est-ce que réellement c'est un acte bon? D'accord, là oui. Mais sur le plaisir qui l'accompagne, non, on s'en fout. Ne mets pas un soupçon sur ça. Tu vas rendre service à un ami, ça te fait plaisir, c'est génial. Profites-en. Profites-en. Parce que certains jours, quand tu vas devoir l'aider à déménager et que tu vas te rendre compte que cet imbécile, en fait, elle a réussi à compresser tout dans ses placards sans que jamais tu puisses voir qu'il y avait autant d'affaires, ça ne va pas te faire plaisir. D'accord? Alors, il y a une autre hypothèse. Non, je ne vais pas la faire, celle-là. Je ne vais pas la faire, elle me saoule. Non, en gros, c'est une hypothèse de Rousseau. C'est le bonheur est dans l'imagination ou dans la mémoire. C'est un bonheur romantique. C'est le fait d'être tout le temps dans l'avant ou dans l'après par rapport au bonheur. Mais en fait, ça rejoint la question du plaisir. Il y a d'autres hypothèses par rapport au bonheur qui sont plus intéressantes. Et qu'Aristote va aborder dans l'Éthique à Nicomachie, qui vont être abordées par plein de gens aussi, par Épicure, par les stoïciens, etc. Oui? Ça veut dire que la thèse de Rousseau suppose totalement une cartésienne? Oui, totalement. Ah oui, complètement. C'est un anti-épicurien, Rousseau. Bon, pour que vous compreniez Rousseau, alors juste une chose, les gens n'aiment pas ça. Les philosophes que je côtoie n'aiment pas ça. Les universitaires que je côtoie n'aiment pas ça. Mais si vous n'avez pas connaissance de la vie des philosophes, vous loupez une partie de la compréhension de leur philosophie. Épicure, comme je vous ai dit, il développe une philosophie hédoniste ascétique. Le mec souffre en permanence. D'accord? Vous avez Platon. Platon, il est... son nom, Platon, justement, signifie larges épaules. C'est un surnom, en fait, hein, c'est pas un vrai nom qu'il avait. C'est un surnom qui lui a été donné parce qu'il a gagné plusieurs fois les Jeux Olympiques à la lutte. Il a une propension à considérer la philosophie comme un lutteur, comme quelqu'un qui se bat, vous voyez. D'où les dialogues, d'où les trucs, en fait, il s'acharne un petit peu, vous voyez, Platon. Aristote, il est orphelin à l'âge de 13 ans. Et résultat, il est élevé par son oncle, et voilà, et il hérite de la fortune familiale, et il doit la gérer, et en fait, il utilise tout pour voyager à Athènes et pour apprendre la philosophie. Donc pour lui, le savoir n'a pas de prix. D'où le fait qu'il va engranger du savoir, etc. Bon, Rousseau, c'est un homme qui avait été atteint d'incontinence urinaire. Et donc en fait, il se baladait toujours avec une poche. Ce qui l'obligeait à avoir des pantalons très amples à la cour en fait, du roi, alors que c'était la mode des pantalons très très serrés, limite des collants en fait. Et donc en fait, il se faisait moquer par toute la cour. On l'appelait le Turc quand il arrivait. Il s'est fait un ennemi. Il y a un certain François-Marie, évidemment, dit Voltaire, François-Marie Arouet, qui détestait Rousseau profondément, et en fait il l'a persécuté, c'est-à-dire qu'il faisait cramer ses livres devant lui, et puis à un moment il a payé une foule entière pour aller au domicile de Rousseau, et cette foule en fait a lapidé la maison de Rousseau, c'est-à-dire que Rousseau était caché sous la table de la salle à manger, et en fait se prenaient des gadins qui ont pété ses vitres, pété tout son mobilier, etc., qui ont même blessé ses domestiques et puis son épouse, enfin son épouse, bon, voilà, sa compagne. Et voilà. Quand Rousseau vous dit que la société corrompt les hommes, il en a l'expérience.
et qu'il faut revenir à un état de nature, à un état d'innocence. Quand il pense qu'il faut laisser les enfants être éduqués par eux-mêmes parce qu'en fait, on va les briser. Vous voyez? Vous comprenez davantage sa philosophie. Et quand, dans sa philosophie du bonheur, il vous dit, moi, le bonheur, c'est soit dans ce que j'espère, soit dans ce que je me souviens, il sait que sa vie présente était nulle. Hein. D'accord? Pareil, Nietzsche. Hein. Nietzsche, c'est intéressant. C'est un philosophe ultra cohérent, Nietzsche. Nietzsche vous dit que finalement, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de fausseté. Donc, il comprend petit à petit que le langage n'a aucun sens, puisque si c'est pas pour dire la vérité ou pas pour dénoncer la fausseté, ça ne sert à rien de parler. Donc, il s'arrête de parler. Et il est interné dans un asile. Pareil, il avait déclaré qu'il n'y avait pas de différence entre l'homme et l'animal. Résultat, quand il y a son cocher qui commence à fouetter son cheval, il arrête le cocher et en fait il se met à faire un énorme câlin au cheval puis à l'embrasser. Et il est interné. C'est quelqu'un aussi qui pensait vraiment que la relation était une mutuelle domination et résultat, il a été pendant très longtemps en relation avec une perverse narcissique qui s'appelait Lou et qui s'amusait à forniquer avec le meilleur pote de Nietzsche pendant que Nietzsche regardait. C'est des vies qui ne sont pas marrantes, vous voyez, mais une fois que vous l'avez, vous ne regardez plus Nietzsche de la même manière. Vous ne lisez plus Nietzsche de la même manière. Pensez que vos profs, c'est pareil. Nous avons une autre vie. Et nous avons notre vie qui... Et c'est à partir de celle-là que nous philosophons. D'accord? Donc, on évacue un peu Rousseau rapidement, parce qu'il n'est pas si intéressant que ça pour la question morale. Et je veux dire, ça ne concerne que très très peu de personnes, le fait de considérer que le bonheur est à venir en permanence dans l'imagination. C'est lié en fait à la question du plaisir, ou dans la mémoire, c'est-à-dire qu'on a quitté un état d'innocence, un état de bonheur quand on était enfant, etc., d'insouciance. Mais oui, à nouveau, c'est lié en fait à la question du plaisir. C'est lié à la question de, ben voilà, j'avais un temps où j'étais beaucoup moins enquiquiné par les emmerdes du temps présent. Oui, ben d'accord, ok. Mais c'est pas ça la question du bonheur en fait. Alors, Aristote va dire qu'il y a d'autres hypothèses par rapport au bonheur. La première, c'est que le bonheur réside dans les honneurs, la reconnaissance d'autrui. Alors là, il faut vraiment en parler. Il faut vraiment en parler parce que nous sommes dans une culture qui a porté la reconnaissance d'autrui à un niveau qu'on n'imagine pas. À l'époque d'Aristote, à l'époque des Grecs anciens, pour être réellement reconnu par les autres, il faut que vous soyez soit un héros, soit un sage. D'accord? Il n'y avait pas d'autre solution. Donc un héros, il fallait que vous soyez concrètement très doué dans les affaires militaires et que vous vous illustriez dans des batailles réelles par des faits héroïques. Ou alors sage, il fallait que vous apportiez une avancée dans la conception du monde. Les artistes de l'époque, les poètes et compagnie, vous faisiez partie du clergé. C'était pas du tout pour chercher les honneurs en fait. Hein. Vous aviez déjà une situation. Notre culture, elle a mis l'honneur, la reconnaissance d'autrui au sommet. Par les réseaux sociaux, par la télévision d'abord, mais par les réseaux sociaux, et par l'effet de starification artificielle. On va fabriquer des stars. Vous avez des stars de télé-réalité, par exemple. C'est des stars fabriquées, c'est pas des héros, c'est pas des sages. Oh non. Vous avez aussi énormément d'artistes qui ne seront jamais connus et des artistes assez médiocres qui vont être propulsés au sommet. Vous voyez, parce qu'en fait, il y a eu un phénomène d'industrialisation de l'art et donc on fabrique des artistes. Il y a des grandes maisons de disques qui repèrent un artiste en se disant de lui on pourra tirer énormément de fric. Et donc on va te faire monter.
D'accord? C'est pas votre talent qui va parler. Premièrement. Évidemment qu'il en faudra un peu quand même. Hein. Je dis pas que, voilà. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a des gens qui sont infiniment plus talentueux, mais qui ne sont pas bankable. Qui ne sont pas rentables. Donc, résultat, on ne va pas trop entendre parler. Les réseaux sociaux, alors ça, on le verra beaucoup plus au semestre prochain, parce que ça entraîne une toxicité profonde dans les relations. Mais il y a un aspect factice dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une manière de se montrer, de se mettre en scène. Et donc, vous vous mettez en scène soit par des vidéos, soit par des photos, soit par des posts, soit par des... C'est comme ça, parfois par de l'anonymat, par tout ce que vous voulez, mais c'est une manière de se mettre en scène. Dans le but de quoi? De recevoir de la satisfaction narcissique, parce que nous en manquons énormément. C'est-à-dire que nous avons l'impression que si nous ne sommes pas vus, nous sommes invisibles. Alors que nous n'existons pas, si nous ne sommes pas appréciés. Aristote va vous dire, ok, votre bonheur ne sera jamais là-dedans. Et c'est intéressant de voir, moi j'aime beaucoup regarder les réactions des gros youtubeurs par rapport à leurs vidéos qui floppent totalement. Par rapport au drama, vous voyez, comment ils se comportent. C'est très intéressant, parce qu'ils ont une communauté. C'est quand même très drôle ce terme-là, une communauté. Non, une communauté, ça n'est pas ça. Une communauté, c'est une communauté réelle, normalement. C'est un groupe de personnes réelles. C'est un groupe de personnes avec qui tu vis, qui peuvent t'aider concrètement. Une communauté des réseaux sociaux, en fait, ce n'est pas des gens qui veulent tellement t'aider ou vivre avec toi, c'est des personnes qui veulent suivre ton contenu. Ton contenu. Ça fait peur. Si vous voyez la tronche de mon contenu réel, c'est pas très très beau, hein. Et que, en fait, ils aiment ce que vous produisez. D'accord? Ils aiment ce que vous produisez. Et c'est ça qui fait une communauté. Et quand vous regardez les gros youtubeurs qui font une vidéo qui bide, ou alors qui font une vidéo drama, par exemple Squeezie, le drama Squeezie Thibaut InShape. Vous savez, il y a Squeezie qui dit à tout le monde, ok, faites barrage au RN. Et puis vous avez Thibaut InShape qui dit, votez comme vous voulez. Et Squeezie, après, ne fait plus de vidéos, ne parle plus, ne communique plus. Parce que tout le monde lui dit, mais t'as pas à nous dire pour qui on vote. Il faut dire que Squeezie, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, merde, je vais perdre de l'argent, mais surtout, je vais perdre la reconnaissance des gens. Alors qu'il pourrait très bien assumer. Et dire, voilà, moi j'aime pas le RN. Mais dans ce cas-là, il perd énormément de reconnaissance des gens. Parce que les réseaux sociaux nous habituent à nous dire que nous allons plaire à tout le monde. Mais non. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez vous faire insulter par des gens qui ne sont pas bien lunés, qui ne vont pas bien, qui ne sont pas... Ok, leur tête ne vous revient pas. D'accord, écoutez, c'est très superficiel tout ça. Ça ne doit pas vous atteindre. Mais Aristote va vous dire, mais si vous êtes à la recherche du bonheur dans les honneurs, dans la reconnaissance des autres, eh bien malheureusement, vous allez faire fausse route. Parce que votre bonheur dépend des autres. Or, le propre de votre bonheur, c'est qu'il est personnel. Alors, je vous parle des réseaux sociaux, mais parfois, ça peut être les amis. Les amis qui, par leur regard, par leur jugement, vous mettent une petite pression. Votre famille, votre milieu social. Et mon bonheur, c'est d'être accepté par telle ou telle personne, être reconnu par telle ou telle personne. Ça peut être la reconnaissance d'un prof. Il y a des gens qui ne travaillent que pour avoir la reconnaissance d'un prof. Catastrophe. Non, surtout pas. Travaillez pour vous. Vous voyez, donc il faut évacuer cette idée du bonheur dans la reconnaissance. Il y a une dernière hypothèse. Aristote évacue hyper rapidement, c'est l'argent.
Le bonheur est dans l'argent. Aristote va vous dire, c'est hyper stupide de penser ça. Pourquoi? Parce que l'argent est un moyen. Or, le bonheur est une fin. Si tu inverses les deux, eh bien, tu vas être à l'infini dans le moyen. C'est-à-dire que, pourquoi tu veux de l'argent? Normalement, pour faire des trucs. Ce sont ces trucs qui vont te rendre heureux. D'accord? Donc que tu veuilles de l'argent pour pouvoir faire des choses qui te rendent heureux, d'accord, super. Mais si tu veux de l'argent pour de l'argent, pour rien en faire, ou pour en faire des trucs, mais en avoir toujours plus, eh bien Aristote va dire, mais c'est comme quelqu'un qui veut aller à un endroit, il veut faire un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, et en fait, il s'en fiche de sa destination. Ce qu'il veut, c'est marcher. Et une fois qu'il arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle, en fait, il ne veut pas s'arrêter. Et donc, il veut continuer jusqu'au Finistère. Et là, il arrive en face de la mer, et il crame ses vêtements. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il crame ses vêtements. Et il y avait sûrement des puces et des poux. Résultat, au Moyen-Âge, on cramait nos vêtements sur le Finistère. Alors, il fallait en avoir de rechange, parce que sinon, c'était à poil, devant la mer. C'est très sympa, mais bon, il faut rentrer chez toi après. Et vous voyez, le fait de vouloir de l'argent, en fait, c'est très bien. Aristote dit c'est super, il faut vouloir de l'argent, oui, il faut avoir des moyens, voilà, des moyens pour vivre, etc. C'est très bien. Mais toujours dans la perspective de je veux avoir de l'argent pour pouvoir faire des choses qui, elles, vont m'accomplir. Et tu n'as pas besoin de tant que ça. Comme je dis souvent, Bernard Arnault, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant d'argent? Pourquoi autant d'argent? Il faut lui rappeler, tu vas crever. Tu vas mourir, hein? Alors souvent, ce qui va se passer, c'est que, bon, tu cherches à atteindre le million, à avoir un million. Une fois que tu es millionnaire, tu commences à essayer de jouer un peu dans la cour des grands, etc. Quand tu es milliardaire, tu n'es plus du tout dans ces perspectives-là. Quand tu es milliardaire, tu veux bâtir un empire. D'accord? Et tu crois que les empires politiques se bâtissent avec de l'argent. Non. La politique, ça se bâtit avec un peuple. Et je peux t'assurer qu'il y a des peuples de pauvres qui sont, mais convaincus d'appartenir à un pays. Tu prends des pays du tiers-monde, eux, ils font partie d'un pays. Vraiment, ils sont des pays pauvres. Et voilà. Alors que Google n'est pas un empire. Et vous allez voir que l'administration Trump va leur faire comprendre. Ils ont mis un gars, là, je ne sais plus, le responsable des télécoms, là. Le gars, il a dit à tout le monde, ah, moi, mon but, c'est de flinguer Facebook et Google. Ah bon, d'accord. C'est des grosses entreprises américaines, tu vas quand même pas cracher dans la soupe, hein. Il a dit, si, je vais quand même les flinguer. Ouais. Ah, d'accord. Regardez Apple, empire, intouchable, etc. Ils vont s'effondrer bientôt. À moins qu'ils trouvent une superbe innovation. Hein. Mais actuellement, ils sont en grosse difficulté. Amazon, ils ont touché un palier, là. Un palier de consommateurs. Et oui, une fois que toute la planète se nourrit par eux et est livrée par eux, bon, bah... qu'est-ce qu'on fait? On fait du streaming. Bon, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Vous voyez, l'argent ne va pas... L'argent, c'est des super projets. Je ne suis pas du tout en train de critiquer ces projets-là. Je veux dire, il faut bien qu'il y ait des gens qui inventent des trucs, voilà, c'est génial. Mais ce n'est pas ça qui va donner le bonheur. Ce n'est pas l'argent qui va donner le bonheur. C'est pour ça qu'on vous dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors Aristote est très concret. La misère ne fait pas le bonheur non plus. Donc ne prenez pas des conseils. C'est souvent en plus des gens qui sont très, très aisés qui vous disent ça. L'argent ne fait pas le bonheur. Ou c'est tout va bien dans leur vie. Tout va très bien dans leur vie, ils n'ont pas à réfléchir à la fin du mois, ils n'ont pas à réfléchir à quoi, qu'est-ce qu'ils vont bouffer, etc. L'argent ne fait vraiment pas le bonheur. Et ta gueule, j'en aimerais bien un petit peu si t'en as en trop. Parce que la misère, malheureusement, la misère entraîne la misère. Hein. La misère entraîne la misère à tout niveau. La misère sociale, financière entraîne la misère sociale,
la misère amoureuse, la misère sexuelle, il y a toute la misère. Et la misère morale en définitive. Ne soyez pas étonnés qu'un pauvre soit vicieux, pas au sens de pervers sexuel, mais soit au sens de moralement moins bon qu'une personne qui est pas pauvre. Évidemment qu'un pauvre, il va être violent. Évidemment qu'un pauvre, il va être, je sais pas, avare. Évidemment qu'un pauvre, il ne va pas du tout être dans une perspective morale. On lui a fait manquer de tout, ou il a manqué de tout. Il y a des gens qui sont étonnés que des SDF soient à moitié cinglés. Mais attendez, mais c'est normal. Et il y a une règle terrible, c'est que la merde attire la merde. Quand tu vas pas bien, c'est à ce moment-là que tu vas te prendre toutes les mouises de la terre. C'est un dépressif, il n'attire pas les gens qui vont l'aider. C'est quand même fou, hein? Donc d'accord? L'argent. Alors bon, qu'est-ce que c'est que le bonheur, s'il vous plaît? Eh bien, Aristote va vous donner la réponse, à nouveau. Et attention, je vous dis tout de suite, vous allez être à la fois content et déçu. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Attention, hein, je rectifie un truc que j'ai pu dire juste avant. Hein. Vous avez des riches complètement cinglés aussi. Hein. Et l'extrême richesse attire énormément de vices aussi. D'accord? Mais ils seront plutôt des vices dont vous êtes à l'origine. Tandis que la misère, malheureusement, c'est très souvent extérieur à vous que c'est très souvent l'extérieur qui vient vous changer. Alors que nous dit Aristote? Alors à nouveau, quand je vous dis c'est Aristote qui le dit, ça n'est pas un argument. Ok? Ce qui est important, c'est ce qui est dit. Ça pourrait être truc muche, je sais pas, n'importe qui, Léon dans le bus, on s'en fout. S'il vous dit ça, vous dites ouais, peut-être que ça vaut le coup d'étudier un peu, quoi. D'accord? C'est juste que bon, Aristote, comme je vous ai dit, sur la question morale, voilà. Sur la question politique, vous pouvez le laisser un peu de côté, mais sur la question morale, c'est intéressant. Car évidemment, déjà c'est évident, la vie est commune à l'homme ainsi qu'aux plantes. C'est agréable parce que quand Aristote dit que quelque chose est évident, ça l'est. Contrairement à Thomas d'Aquin. Quand Thomas d'Aquin vous dit « il est évident que », et vous êtes sûr qu'il va suivre une phrase, vous allez la reprendre 16 fois pour vous dire « attends, pourquoi c'est évident? Qu'est-ce que c'est ?» Lui, c'est évident. Voilà, la vie est commune aux hommes, aux animaux et aux plantes. D'accord. Et nous cherchons ce qui le caractérise, l'homme, spécialement. Il faut donc mettre à part la nutrition et la croissance. Rappelez-vous, hein, notre triangle que nous avons vu. Viendrait ensuite la vie de sensation, mais bien sûr celle-ci appartient également au cheval, au bœuf et à tout être animé. Reste une vie active, propre à l'être doué de raison. Encore, il faut-il distinguer deux parties. L'une obéissant, pour ainsi dire, à la raison, l'autre possédant la raison et s'employant à penser. Intelligence et volonté qui sont un petit peu distinguées, d'ailleurs. Comme elle s'exerce de cette double manière, il faut la considérer dans son activité épanouie, car c'est alors qu'elle se présente avec plus de supériorité. Si le propre de l'homme est l'activité de l'âme en accord complet ou partiel avec la raison, oh là là, si le propre de l'homme est l'activité de l'âme. Entendez pas l'âme au sens de religieux, entendez pas l'âme au sens du moderne. L'âme, c'est le principe de vie, chez Aristote. Donc, remplacez âme par homme, si vous voulez.
si le propre de l'homme est l'activité de l'homme en accord complet ou partiel avec la raison, si nous affirmons que cette fonction est propre à la nature de l'homme vertueux, comme lorsque l'on parle du bon citharède. Citharède, celui qui fait de la cithare, une sorte de harpe sur laquelle on tape, d'accord, avec des petites baguettes. Bon, on s'en fout, remplacé par guitare. Comme lorsqu'on parle du bon guitariste et du guitariste accompli. Et qu'il en est de même, en un mot, en toutes circonstances, en tenant compte de la supériorité qui, d'après le mérite, vient couronner l'acte. Le guitariste jouant de la guitare, le guitariste accompli en jouant bien. Il y a une différence entre deux manières de vivre. Il y a le guitariste, celui qui joue de la guitare, donc voilà, et il y a celui qui en joue très bien. Lequel est à préférer dans le genre de la guitare? Eh bien, celui qui en joue bien. Eh bien, c'est la même chose, Aristote veut dire c'est la même chose pour l'homme. Et les gens qui agissent avec raison, par leur raison, il y a des gens qui agissent bien avec leur raison. Ça arrive. S'il en est ainsi, nous supposons que le propre de l'homme est un certain genre de vie, et que ce genre de vie est l'activité de l'âme, accompagnée d'actions raisonnables, et que chez l'homme accompli, tout se fait selon, attention, le bien et le beau. Chacun de ces actes s'exécutant à la perfection selon la vertu qui lui est propre. À ces conditions, le bien propre à l'homme, le bonheur de l'homme, est l'activité de l'âme en conformité avec la vertu, et si les vertus sont nombreuses, selon celle qui est la meilleure et la plus accomplie. L'activité, alors déjà, rien que ça, les gars, il faut s'arrêter. Le bonheur, attention, ça c'est une révélation, ça c'est pour vous, ça c'est pour vous. Sachez que personne d'autre, sauf ceux qui étudient un peu Aristote, et personne d'autre n'ont cette clé dans leur vie. Là, vous êtes une soixantaine, dites-vous qu'il y aura une soixantaine de personnes qui aura eu cette clé-là dans sa vie. Le bonheur n'est pas un état, c'est une activité. Le bonheur n'est pas un état, c'est un acte. Donc en français, quand nous disons « nous sommes heureux », c'est faux. Je vous donne un exemple. Là, par exemple, je vous donne cours. Avant de vous dire cours, avant de vous faire cours, je suis stressé, je ne suis pas bien. Quelque chose qui ne se passe pas bien, je panique, j'ai mes petits rituels, voilà, je sors mes trucs, je me rentre dans le petit côté voilà, monomaniaque. Voilà. Après mon cours, je serai éclaté. Je sais, je serai hyper fatigué, voilà, en plus je culpabiliserai, je dirai, j'ai mal dit des trucs, j'ai pas bien, pendant que je fais cours, quand j'agis, quand je fais mon cours, ah oui, là je suis à ma place. C'est pendant que je fais. C'est pas avant l'amour que c'est cool, c'est pas après l'amour que c'est cool, c'est pendant. C'est pas avant de bouffer un truc, c'est pas après avoir bouffé un truc, c'est pendant que tu bouffes. C'est quand tu agis. Ne cherche pas ton bonheur dans un état, cherche-le dans l'action, dans l'activité, et pas n'importe quelle activité. C'est sûr que si ton activité, c'est de passer, malheureusement, parce qu'il y a des boulots d'esclaves comme ça, c'est de passer des articles et que ça fasse bip, et à la fin demander, vous avez la carte fidélité? C'est sûr, ce genre d'activité, bah, malheureusement, tu peux le faire bien, tu peux y mettre tout ton cœur. C'est pas l'activité la plus accomplissante pour toi, c'est vrai. Et d'ailleurs, la joie que tu éprouveras, ce sera peut-être de rentrer chez toi, de faire une activité qui te plaît, ou de rentrer, de voir ta famille, et d'avoir des échanges avec eux. Vous voyez, quand on aime quelqu'un, se regarder, bon très bien, c'est très bien de se regarder, c'est super. Et vous allez voir, en fait, il y a deux actes en fait au bonheur. Il y a deux activités profondes au bonheur. Mais faire des choses ensemble. Faire des choses ensemble. Parce que le bonheur est dans l'activité. Alors quel type d'activité?
L'activité de l'âme, donc du principe vital. On ne parle pas de l'âme au sens simplement de la pensée. C'est du principe vital. Il faut que toute ta vitalité, elle soit dans cette activité-là. Si ta sensation ne va pas bien, si ça te provoque un déplaisir en toi, eh ben c'est que c'est pas forcément très bon. Si ça entraîne de l'angoisse, si ça entraîne du désespoir, c'est que c'est pas forcément très bon. Il faut que toute ta personne soit unifiée dans ton acte. En conformité avec la vertu. Donc il va falloir qu'on travaille, et ce sera tout l'enjeu aussi du deuxième semestre. La question de la vertu, qu'est-ce que c'est que la vertu? Ne prenez pas, s'il vous plaît, ne prenez pas la vertu comme quelque chose de cucul à praloche. La vertu, les femmes de bonne vertu. Non, non, c'est pas ça la vertu pour un grec. Et même d'ailleurs en latin, si vous l'avez en plus, en latin, vertu, ça vient de vir, viril, la force, la puissance. La vertu, c'est une virtus, c'est une puissance, c'est une potentialité, une capacité d'action. Il faut que vous acquériez des capacités d'action. Pour Aristote, le drame de l'être humain, c'est que c'est un incapable, congénital. Il veut des trucs et il n'est pas capable de le faire. Il est velléitaire, comme on dit. D'accord, j'aimerais tellement réussir mes partiels, j'aimerais tellement me mettre à travailler, j'aimerais tellement me lever plus tôt, j'aimerais tellement être heureux, j'aimerais tellement me mettre en couple, j'aimerais tellement avoir des amis, j'aimerais tellement... Et Aristote vous dit, mais vous êtes des gros incapables, rendez-vous capables de ce que vous voulez. C'est ça la vertu. Rends-toi capable de ce que tu veux. Si tu n'es pas capable, et bien malheureusement tu seras malheureux. Ce qui t'empêche d'avoir des amis, ben peut-être que tu es un gros jouisseur. Donc il va falloir réduire un petit peu ça. Ce qui t'empêche de te lever le matin, peut-être que tu n'as pas assez de vitalité en toi. Et ben tu vas te reprendre. Et il y a plein de petits moyens. Tu es trop lâche dans la vie, tu n'arrives pas à t'imposer, tu n'arrives pas à dire ce que tu veux. Commence par dire non. Commence juste par dire non aux choses que tu ne veux pas. Sans culpabiliser, sans mentir. Quelqu'un te demande de l'argent dans la rue, dis simplement non. Dis pas ah non, je suis désolé. Tu n'es pas désolé, dis non. Et dis pas j'ai rien, parce que tu as quelque chose. Ne mens pas. Dis non. Ah mais c'est pas gentil, on s'en fout. Et vous voyez, c'est ça la vertu. Et on les travaillera dans le détail le semestre prochain. Mais ce qu'il va vous dire, c'est si les vertus sont nombreuses, selon celle qui est la meilleure et la plus accomplie, quelle est la meilleure? Quelle est la meilleure des vertus pour Aristote? C'est quoi la meilleure des vertus pour Aristote? D'après vous? Ouais. La tempérance. Oh, non, ça c'est la meilleure chez les moines. La tempérance, le fait de tempérer ses désirs. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est quoi la meilleure des vertus pour Aristote? La plus haute, oui. La sagesse. Et c'est quoi la sagesse? Sagesse vient du latin sapere, qui signifie goûter. Le sage n'est pas celui qui sait des trucs, c'est celui qui sait goûter le réel. Et il le goûte comment? En regardant les choses et en les comprenant au travers de leurs causes les plus hautes. Résultat, le regard d'un sage est un regard à la fois aimant et contemplatif. Voilà pourquoi les deux actes qui rendent heureux l'homme, sont l'amour, l'amitié et la contemplation. Alors qu'est-ce que c'est que la contemplation? Je vous donne juste ça. C'est très peu de temps, je suis désolé. On va passer trop de temps à parler de Rousseau et ses problèmes d'incontinence là. La contemplation, vous en avez une petite expérience. Vous savez, quand vous écoutez une musique, et que cette musique vous plaît, sachez qu'elle ne vous plaît pas que sensiblement. Parce que votre intelligence est toujours en arrière-fond en train d'essayer de décoder ce qui se passe. Et vous avez
une espèce de sensation très bizarre. Vous êtes avec votre casque, vous écoutez la musique, vous allez augmenter le son. Pourquoi vous allez augmenter le son? C'est aberrant d'augmenter le son. Vous entendez déjà très bien la musique. Mais il faut qu'elle prenne tout le champ de conscience. Et une fois qu'elle se termine, vous allez la remettre. Vous allez la réécouter. Et parfois, vous allez engager votre corps dedans. Vous allez vous mettre à danser. Le plus drôle, c'est de regarder les enfants. Les enfants de 2 ans sont très sensibles à la musique. Et ils dansent. Et ils ne se posent pas la question de savoir s'ils dansent bien. Non. Le but, c'est d'exprimer avec son corps une joie profonde. Et si vous êtes très attentif, je vous invite à l'être la prochaine fois que vous écoutez une musique qui vous plaît énormément. À l'intérieur, il y a une très grande joie, mêlée d'un petit peu de tristesse. Une espèce de mélancolie bizarre. Une espèce de « j'aimerais tellement m'unir plus à ce truc ». J'aimerais très bien tellement être en état de quasiment fusion avec cette musique dans laquelle je suis. Il y a des personnes qui éprouvent ça, vous savez, quand ils montent au sommet d'une montagne et qu'ils voient un panorama. Quelle vue panoramique, voilà, tout ça. Et ils regardent cet immense paysage où il y a des gens qui voient ça dans la voûte céleste, vous savez. Regardez une voûte céleste de nuit, par exemple. Et en fait, il y a une espèce de volonté d'être unis à ce truc. Très, très étonnant, vous voyez, on ne va pas être unis au panorama, on ne va pas être unis à la musique, on ne va pas être unis à la voûte céleste. Et là, vous avez en fait les prémices de ce que l'on appelle la contemplation en philosophie. La contemplation, c'est le fait d'être uni par un biais intellectuel, mais uni à la chose que l'on contemple. Et l'amitié, c'est le fait de réaliser cette union au niveau interpersonnel. 2 amis, et ce sera tout l'enjeu du semestre prochain, sont des personnes qui se contemplent mutuellement en se considérant comme des biens, et qui en plus veulent le bien de l'autre. C'est quand même fou. On se réjouit du bien des autres. Vous voyez, quand quelqu'un a son permis, par exemple, vous avez tout le monde autour qui fait « Ouais, bravo !» Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas toi qui as ton permis. Mais non, en fait, la joie de l'un fait notre joie. Pourquoi? Parce qu'on la contemple. Et il y a différents stades, différentes strates de contemplation. Et ça, c'est Platon qui nous en parle tellement bien dans le banquet, tellement bien dans le banquet. Vous commencez par contempler d'abord des beaux corps. Et oui, vous voyez des belles choses, vous dites, waouh, c'est beau, vous écoutez de la musique, vous dites, c'est beau, c'est super, etc. Oui, c'est génial. Puis après, au bout d'un moment, vous allez faire, très bien, il y a des belles figures, on contemple l'ordre des choses. Ensuite, vous allez dire, bah, il y a des belles conversations. Moi, quand je discute avec des gens, vous savez, quand on refait le monde avec quelqu'un jusqu'à 4 h du matin, c'est aberrant, vous voyez, enfin, on est en train de parler, mais c'est bien, c'est des conversations qui nous portent, on ne comprend pas pourquoi. Et puis, au bout d'un moment, bah, en fait, on va commencer à contempler des idées. Et à terme, vous allez contempler ce qui cause ces idées. Je me souviens d'un prof. Non, je le connais. Regardez ce stylo. Ce stylo. Il existe. Vous voyez? Et il n'est pas la cause de son existence. Certes, d'autres l'ont fait, d'autres l'ont causé, etc. Mais actuellement, là, maintenant, il est en train d'exister. Et il n'est pas cause de son existence. Il faut donc qu'il y ait l'existant qui lui transmette son existence. Il faut qu'il ait une cause, il faut qu'il y ait nécessairement une cause qui cause ce stylo actuellement, qui cause l'air qu'il y a entre nous, qui vous cause vous actuellement. L'auteur de cette existence, Aristote l'appelle le premier moteur.
et avoir en tête que nous sommes en permanence causés sans contrepartie, aucune, c'est très émouvant. Et c'est une contemplation philosophique. Alors c'est sûr, c'est pas Jésus, c'est sûr, c'est pas Bouddha, c'est sûr, c'est pas... Mais le fait de savoir qu'il existe l'existant qui, en même temps que de causer la Voie lactée, cause des petites merdes comme nous, c'est quelque chose de démesuré, totalement démesuré, et qui rend heureux. Et qui rendra heureux le philosophe, qu'il soit en prison, qu'il soit malade, qu'il soit souffrant, qu'il soit en situation de guerre, qu'il soit en situation... La contemplation est l'acte du bonheur. Et l'amitié est l'acte du bonheur. Sauf qu'il va falloir être capable de s'améliorer pour pouvoir atteindre ces actes. Et ça sera l'objet de tout le cours du second semestre. Bonne journée et bonne fin de semestre. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large, mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Commenter, partager, signaler qu'on a aimé sont les activités d'un moussaillon bien éduqué. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Voici ta mission, si tu rejoins le club des fripons, car s'abonner à FMP, c'est accepter de ferrailler. Couler les hypocrites, embrocher les menteurs, canonner leurs acolytes et corriger les erreurs. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large, mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grand voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grand voile,